Mesdames et messieurs les académiciennes et académiciens, nos proches, nos amis, vous tous, nous sommes ravis d'avoir été invités aujourd'hui à l'occasion de la remise de ce prix qui nous honore et qui honore également tout notre laboratoire, car nos découvertes sont le fruit d'un travail commun, collaboratif. Je suis tout particulièrement ravi pour Céline, qui est quelqu'un de formidable à la fois scientifiquement et humainement. Les séquences sont des structures temporelles simples qu'on retrouve dans un grand nombre de phénomènes naturels ainsi que dans un grand nombre d'œuvres d'art. Celles dont Céline et moi allons vous parler aujourd'hui concernent les neurones de nos cerveaux. En effet, les séquences neurales jouent un rôle important dans un grand nombre de fonctions cognitives, comme le chant chez l'oiseau, le contrôle moteur chez la souris, la prise de décision chez le rat, chez le singe. Dans tous ces exemples, on retrouve des neurones qui s'activent les uns après les autres, dont l'activation forme des séquences. Un point important sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est que certaines de ces séquences se produisent à une échelle de temps lente, imposée par le monde extérieur. Par exemple, la vitesse de défilement d'images ou d'autres informations sensorielles ou motrices. D'autres, en revanche, se produisent beaucoup plus rapidement, à l'échelle de temps propre du cerveau et reflètent sa dynamique propre, son organisation interne. J'y reviendrai tout à l'heure. Un exemple particulièrement intéressant concerne l'hippocampe, la structure cérébrale que nous étudions chez le rongeur. Vous voyez ici un rat qui se promène dans un labyrinthe entre deux réservoirs, et en bas, l'activité de 6 neurones hippocampiques enregistrés simultanément. La couleur représente leur fréquence d'activité. Donc en bleu, aucune activité, en rouge, activité maximale. Vous voyez ici, par exemple, ce neurone qui décharge uniquement lorsqu'un animal se trouve dans le coin en bas à gauche du labyrinthe, celui-ci en bas à droite, à côté du réservoir, etc. Ces cellules codent donc la position de l'animal dans l'environnement et sont appelées des cellules de lieu. La zone dans laquelle une cellule de lieu s'active est son champ d'activité, et l'ensemble des cellules de lieu forme en quelque sorte une carte cognitive de l'environnement. Quel rapport avec les séquences? Eh bien, quand un animal parcourt une trajectoire, son hippocampe émet des ondes rythmiques, à environ 8 Hz, qu'on appelle le rythme θ. En même temps, ces neurones s'activent les uns après les autres à mesure que l'animal avance. Ils forment des séquences d'activité, nous y voici, qui représentent la trajectoire de l'animal. Notez bien que ces séquences sont relativement lentes, elles se produisent à l'échelle de temps du comportement. Mais quand l'animal s'endort, le rythme θ disparaît et est remplacé par des oscillations beaucoup plus rapides qu'on appelle des ondulations à environ 200 Hz. Celles-ci s'accompagnent d'une activité spontanée des neurones hippocampiques qui maintenant n'est plus liée avec le comportement spatial de l'animal. Pour autant, cette activité n'est pas aléatoire, loin s'en faut. En fait, les neurones reproduisent les mêmes séquences que pendant le comportement. C'est comme si le rat rêvait qu'il explore encore son labyrinthe. Et ces rêves prennent la forme de séquences d'activité. Mais cette fois-ci, les séquences sont beaucoup plus rapides, elles reflètent la dynamique propre du cerveau. Nous avons montré il y a quelques années, et l'Académie nous avait décerné un prix à cette occasion, que ces réactivations jouent un rôle fondamental dans la stabilisation des souvenirs à long terme, ce qu'on appelle en termes techniques la consolidation de la mémoire pendant le sommeil. Comment passer des séquences lentes, extrinsèques, pendant l'exploration, aux séquences rapides, intrinsèques, pendant le sommeil? Comment ces séquences sont-elles conservées à des moments si différents, dans des états cérébraux si différents, à des échelles de temps si différentes? De fait, pendant l'exploration, les choses sont un peu plus complexes que je ne vous l'ai expliqué, car les champs d'activité se chevauchent, si bien que les neurones déchargent souvent en même temps. Regardons de plus près. À mesure que l'heure avance, les neurones vont s'activer les uns après les autres. D'abord la cellule de lieu rouge, puis la jaune, puis la verte, etc. Et si l'on regarde de près, on constate que ces moments où les neurones semblent décharger en même temps, en réalité, se composent de séquences. Si l'on prend en compte le rythme θ, on s'aperçoit que chacune de ces séquences se produit au cours d'un cycle θ. D'où leur nom de séquence θ. Ainsi, au sein de chaque cycle θ, l'hippocampe représente en même temps le passé de l'animal, en premier donc ce neurone rouge dont le champ d'activité se trouve essentiellement derrière l'animal, puis son présent, le champ d'activité jaune,
puis son futur, le champ d'activité vert, qui est devant l'animal essentiellement. Donc, en seulement une centaine de millisecondes, on a à la fois le passé, le présent et le futur qui sont représentés en permanence par ces séquences θ. On a donc pendant l'exploration deux types de séquences qui se produisent en même temps, qui sont enchevêtrées les unes dans les autres. Et la question que nous avons posée est, pour former de nouveaux souvenirs qui sont ensuite réactivés et consolidés pendant le sommeil, suffit-il d'avoir ces séquences lentes, celles du comportement, ou bien faut-il également avoir ces séquences θ qui sont enchevêtrées dans les séquences lentes? J'ouvre une parenthèse un peu philosophique, car à la suite de discussions que nous avons eues récemment au Collège de France, il m'apparaît nécessaire de préciser ce qui jusqu'à maintenant m'avait paru évident. Cette question s'inscrit dans un débat plus large sur la vision du cerveau, qui oppose deux façons de voir les choses. Tout d'abord, une sorte de formidable caméra qui enregistre les images du monde, un monde essentiellement objectif, couplé à un ordinateur surpuissant qui analyse ces images et prend des décisions. D'un autre côté, un système autonome dont la dynamique propre conditionne en grande partie la construction du monde tel que nous le percevons. Je réalise que ça représente beaucoup d'informations. Vous avez peut-être besoin d'une petite pause pour consolider, et j'en profite pour passer la parole à Céline, qui vous racontera la suite de ces passionnantes aventures neuronales. Merci Mickaël. Bonjour à tous, je suis ravie d'être ici. Merci aux membres de l'Académie pour cet honneur. Et encore une fois, merci à toi Mickaël. Donc comme Mickaël vient d'expliquer, le modèle actuel de consolidation de la mémoire spatiale propose que les trajectoires que l'animal effectue lors de l'exploration sont rapidement mises en mémoire, donc pendant l'éveil, et qu'ensuite, pendant le sommeil, eh bien, leur réactivation, donc la réactivation de l'ordre des cellules de lieu, dans le même ordre que lors de l'éveil, eh bien, cela va amener à la consolidation de la mémoire, donc qui a lieu pendant le sommeil. Et la question à laquelle nous avons cherché à répondre dans cette étude est quels sont les mécanismes neuronaux de l'éveil nécessaires à la formation des réactivations pendant le sommeil. Et plus précisément, nous voulions savoir si les séquences θ étaient nécessaires aux réactivations ou bien si l'ordre, l'activité à l'échelle lente des champs d'activité était suffisante pour observer les réactivations. Et donc, pour tester cela, nous voulions préserver cette échelle lente d'activité, c'est-à-dire les champs d'activité, mais perturber la dynamique fine des cellules de lieu afin de dégrader les séquences θ et observer les conséquences sur les réactivations pendant le sommeil. Donc pour cela, nous avons mis des rats dans un train électrique et les avons déplacés dans l'environnement. Alors pourquoi ce dispositif ? Eh bien parce qu'une étude a montré que le déplacement passif des animaux dans un environnement entraîne une dégradation de la dynamique fine des cellules de lieu et donc potentiellement des séquences θ. Donc nous avons placé les rats dans un wagon et les avons déplacés passivement dans l'environnement. Et comme vous pouvez le voir ici, le wagon contient également un tapis roulant qui nous a permis, pour notre condition active, de maintenir l'animal actif. Donc le rat était déplacé pendant qu'il marchait sur le tapis roulant. Condition que nous espérions donc, condition qui allait sûrement mener à donc des séquences θ correctes. Donc voici une vidéo alors, qui ne marchera sûrement pas. Oui, non, pardon. Alors, je dois sortir. Attends. Mais elle est où? Si tu peux m'aider. Je suis où, moi? On est là. Il faut que tu sois par ici. Attends. Sinon, écoute. Ah bon? Et là, ok, super. Pardon. Donc vous avez ici une vidéo enregistrée donc, pendant l'entraînement de la condition active. Donc vous pouvez voir que le rat marche sur le tapis roulant pendant qu'il est transporté. Et de façon importante, donc, les entraînements ont lieu dans une salle différente de la salle d'expérience, tout simplement pour éviter toute consolidation de trajectoire ou de représentation spatiale avant l'expérience proprement dite. Alors, je reviens là. Voilà.
Donc voici le design de l'expérience. Donc nous avons enregistré l'activité de l'hippocampe des rats, donc pendant qu'ils dorment, pendant donc un sommeil qui va servir de référence avant l'expérience. Puis les rats ont été transportés de façon passive dans l'environnement pour dégrader les séquences θ et enregistrés pendant qu'ils dorment ensuite pour observer les conséquences de cette manipulation sur les réactivations pendant le sommeil. Les rats ont été ensuite déplacés de façon active pour permettre les séquences θ, la formation de séquences θ, et enregistrés pendant le sommeil pour observer les réactivations, notre condition contrôle. Puis enfin, de nouveau, de façon passive et enregistrés pendant le sommeil, tout simplement pour voir si la dégradation des séquences θ allait avoir un impact sur des traces nésiques qui auraient déjà été consolidées. Donc, dans un premier temps, nous voulions nous assurer qu'avec le transport passif, donc, nous préservions l'échelle lente des champs d'activité. Donc, vous avez représenté ici la carte des charges d'une cellule de lieu dans les 3 conditions. Donc, son activité est représentée donc, par un code couleur. Donc, le rouge, son activité maximale, et en bleu, son activité minimale. Et ci-dessous, donc, la même représentation, l'activité de la cellule en fonction des positions qui ont été cette fois-ci linéarisées. Et comme vous pouvez le voir, donc, on observe dans les 3 conditions que la cellule est active dans un endroit précis de l'environnement, ce qui caractérise une cellule de lieu, et que cette représentation spatiale donc, est stable dans les 3 conditions. Donc, nous avons enregistré, bien entendu, des dizaines de cellules de lieu en simultané, et vous pouvez voir donc, qu'en moyenne, les propriétés de ces champs d'activité ne changent pas. Donc, j'ai juste représenté ici, par exemple, la taille des champs d'activité qui reste la même et la décharge maximale de la cellule, donc qui est un petit peu diminuée en passif 1 en moyenne, mais c'est une chose pour laquelle on contrôlera par la suite. Donc, dans l'ensemble, les propriétés lentes des cellules de lieu ne sont pas modifiées entre le passif et l'actif. Ensuite, bien entendu, nous voulions nous assurer que le rythme θ était présent, puisque le rythme θ est un élément indispensable à la formation des séquences θ. Donc, est représenté ici des tracés électrophysiologiques Les tracés électrophysiologiques donc, enregistrés dans l'hippocampe d'un rat, dans les 3 conditions, et correspondant donc à une durée d'1 seconde. Et vous pouvez noter cette oscillation lente et régulière qui correspond au rythme θ. Donc le rythme θ est présent dans les 3 conditions. Sa fréquence reste inchangée. En revanche, nous avons observé une diminution de sa puissance qui correspond donc à son amplitude, ainsi qu'une modification de sa structure. Autrement dit, plus précisément, en fait, les cycles θ étaient moins asymétriques en passif comparé à l'actif. Et donc, ces modifications de la structure interne sont supposées avoir un impact sur la dynamique fine des cellules de lieu et donc potentiellement d'altérer les séquences θ. C'est ce que nous avons regardé ensuite. Donc, pour étudier les séquences θ, nous avons utilisé un algorithme de reconstruction bayésienne qui a pour but de reconstruire la position spatiale de l'animal à partir de l'activité des cellules de lieu. Donc, cet algorithme fonctionne en 2 temps. Dans un temps, nous allons entraîner l'algorithme. Donc, pour une position donnée de l'animal, l'algorithme va apprendre quel ensemble de cellules décharge lorsque l'animal se trouve en moyenne à cette position. Et l'opération est répétée et réitérée donc, pour différentes positions de l'animal sur la piste. Et dans un second temps, nous testons l'algorithme. Donc, nous lui donnons un vecteur d'activité, donc un ensemble de cellules qui déchargent dans une fenêtre de temps donnée, et nous lui demandons d'estimer la probabilité de présence de l'animal sur la piste. Donc, la piste est divisée en de multiples fenêtres spatiales, et nous obtenons une probabilité de présence de l'animal dans chacune des fenêtres. Donc, pour analyser les séquences θ, nous avons reconstitué les positions de l'animal à partir de l'activité contenue dans les cycles θ. Donc, la position est maintenant représentée en ordonnée. La ligne pointillée blanche représente la position actuelle de l'animal. Et si l'on fait ça, donc si l'on reconstruit à partir de l'activité contenue dans les cycles θ, nous obtenons donc une reconstruction qui indique une position passée de l'animal au début du cycle θ, puis présente, puis future à la fin du cycle θ, ce qui caractérise donc une séquence θ. Donc, nous avons effectué ce type de représentation à partir de l'activité contenue dans tous les cycles θ enregistrés dans les 3 conditions. Pour une raison de clarté, nous l'avons représenté donc en double. Et voici les résultats que nous avons obtenus. Donc, comme vous pouvez le voir, en actif, nous notons la présence de trajectoires claires, donc de séquences θ, ce qui n'est pas le cas ni en passif 1 ni en passif 2. Donc, nous avons montré jusqu'ici que
nous avons préservé l'échelle lente des champs d'activité avec notre déplacement passif, mais que nous perturbions la formation des séquences θ. Maintenant, nous voulions savoir quelles étaient les conséquences de cette manipulation sur la réactivation pendant le sommeil. Donc, nous avons utilisé le même algorithme de reconstruction bayésienne, mais cette fois-ci appliqué aux événements d'activité qui arrivent pendant le sommeil. Et voici ce que nous avons obtenu. Voici des exemples. Comme vous pouvez le voir, donc, ce sont des réactivations enregistrées après le passif 1. Comme vous pouvez le voir, les probabilités ne sont ni alignées et ne forment pas vraiment de trajectoire. En revanche, après l'actif, nous obtenons donc de belles et claires trajectoires qui sont de nouveau dégradées après le passif 2. Donc, nous avons effectué des quantifications. Donc, regardez par exemple les pentes de ces événements. Donc, les pentes sont significativement plus grandes après l'actif comparé au passif, ce qui indique une plus grande présence de trajectoire dans les événements après l'actif. Et nous avons également observé qu'il n'y a pas d'augmentation de réactivation après le passif 1, comparé au sommeil avant toute exploration. En revanche, nous observons que les réactivations arrivent après l'actif et dans une moindre mesure après le passif 2. Et enfin, nous avons cherché à corréler l'ordre d'activité des cellules entre les cycles θ, donc qui arrivent pendant l'éveil, et les événements de réactivation dans le sommeil. Et ce que nous avons observé, c'est que les séquences d'activité ne sont corrélées uniquement qu'après l'actif. Donc, dans l'ensemble, ces résultats indiquent que les séquences θ sont un mécanisme indispensable pour la mise en place des réactivations pendant le sommeil, pour la consolidation de la mémoire, et que l'échelle lente des champs d'activité n'est pas suffisante pour permettre les réactivations. Donc, avec ça, je voudrais remercier l'ensemble des membres du laboratoire, donc anciens et actuels, et tout particulièrement Ralisa Todorova, qui a participé à cette étude, Anne Ségou et Yves Duprat donc pour son support technique et ma famille, merci d'être ici pour votre soutien et encore merci à toi Mickaël. Merci. Merci beaucoup pour cette plongée au cœur des secrets du cerveau et c'est maintenant ouvert pour discussion, questions. Je vais peut-être commencer. Est-ce que vous avez une idée de savoir si les mécanismes de plasticité qui sont mis en place pendant les phases θ et pendant les phases de repos vont être semblables ou très distincts ? Alors, il a été montré qu'il y a des phénomènes de plasticité qui ont lieu pendant les deux phases. Donc, à la fois dans les cycles θ et également dans les événements de réactivation. Il a été aussi montré que pendant les événements de réactivation, ça peut aussi induire un effet inverse en fait à la plasticité. Donc, mais ce qui a été surtout montré, c'est qu'il y a de la plasticité dans les deux phases. Donc, il y a de la mise en mémoire à la fois pendant l'éveil et d'une consolidation de ce qui a été déjà joué pendant l'éveil, pendant le sommeil. Est-ce que vous pensez que les mécanismes cellulaires sont les mêmes pendant les deux phases ? C'est juste un renforcement, finalement on rejoue. Est-ce que c'est le même mécanisme qui est juste rejoué plusieurs fois pendant la phase de repos pour stabiliser, ou est-ce qu'on met en place vraiment un mécanisme entièrement différent, puisque les fréquences sont très différentes ? Les fréquences sont très différentes. On pense que ce qui permet de mémoriser un événement particulier va sûrement être la consolidation de cet événement particulier, donc de cette séquence particulière. Après, pendant le sommeil, il se passe énormément de choses. Une remise à zéro des poids synaptiques, par exemple, tout simplement pour permettre au cerveau d'encoder de nouveau, de mettre en mémoire pendant l'éveil. Donc, au point de vue d'un événement particulier, on peut imaginer que oui, il va simplement, entre guillemets, s'agir de renforcement synaptique, donc entre une certaine assemblée de cellules. Merci. Des questions ? Il fait chaud, peut-être. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Ah, pardon. Si. Bien sûr.
Je vais poser la question idiote soit votre master, soit plus tard. Mais si le rat, vous le faites, il est dans le sens inverse de la marche, que les gens n'aiment pas. Donc si jamais vous faites tourner le train à un sens et que le rat il a son tapis dans l'autre sens, est-ce que ça perturbe l'apprentissage ou pas? Ou en gros, est-ce qu'il a besoin de comprendre qu'il est actif même s'il ne l'est pas? Est-ce que ça perturbe ou pas son apprentissage? Ou alors les enregistrements en fait. Alors, c'est une expérience que nous avons faite au laboratoire, de maintenir le rat actif, donc il marche toujours vers l'avant, parce que c'est assez compliqué de le faire marcher en arrière sur tapis roulant, parce qu'il peut juste tout simplement se retourner. Mais nous l'avons fait marcher en avant et déplacer en arrière. C'est ça, ouais. Et ce que nous avons observé, nous observons les mêmes séquences θ, qui cette fois-ci indiquent, reproduisent, donc contiennent l'information sur les trajectoires en sens inverse. Et dans une seconde étude que j'ai également réalisée et qui est toujours en cours, nous avons également enregistré des événements de réactivation après ces transports en marche arrière. Et les résultats que nous avons indiquent que lorsque l'animal est transporté en marche arrière, nous observons plus de réactivation dans l'ordre inverse. Donc, ce qui suggère que l'organisation au sein des cycles θ serait à la base de phénomènes plastiques qui indiquent le sens de réactivation sur l'ensemble. Merci beaucoup.